Vous pouvez revenir sur votre triangle et les trois axes de recherche du centre. François Viette. Voilà. Le voilà. Alors, les trois axes, il y a théorie et concept. Ensuite, il y a traces et matérialité des sciences. Et le troisième, c'est artefacts et systèmes. Mais ça, c'est vraiment une construction. C'est vraiment une construction pour essayer d'englober tout le monde, d'accord? C'est parce qu'aussi on nous demande de, parce que nos autorités nous demandent voilà, d'essayer de mettre un peu de rationalité dans nos travaux et d'essayer d'aller aussi conjuguer nos efforts dans un sens, quoi. Voilà. Donc vous voyez que dans le centre François Viette, clairement, il y a quand même un pôle épistémologique qui est assez fort. Hein. Les gens travaillent beaucoup sur les théories. Mais c'est quand même, voilà, il y a un équilibre, il y a un peu de monde partout. Puis il y a des gens qui se trouvent au milieu, qui se sentent un peu appartenant à tout le monde. Donc ça fait, voilà, ce groupe il vit bien, il est assez homogène, c'est un groupe humain qui fonctionne. Pardon, c'était président. Au tout début, tu as parlé des instruments, la collection d'instruments, en particulier de ceux d'Abadia. Et tu as parlé du chronographe imprimant à balancier. Moi, j'aimerais savoir quand ils seront enfin exposés, disponibles à la vue de tous et décrits par des spécialistes, comme tu peux l'être. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une belle collection dans les greniers d'Abbé du Château qui prend la poussière pour l'instant, mais qui n'est pas vraiment exposée ni mise en valeur. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Alors, il y a une collection d'instruments dans les réserves du château. Une belle collection, il ne faut pas exagérer, hein. Il y a 3 ou 4 instruments qui sont vraiment importants. Puis le reste, ce sont des instruments assez communs des observatoires, qui ne sont pas toujours en bon état, qui ne sont pas toujours complets, qui ne sont pas complètement évidents à faire parler. Ils ne prennent pas la poussière parce qu'ils sont dans une réserve qui est sous contrôle, qui est outillée, qui est tout à fait sérieuse. Donc, ta question ensuite de quand c'est qu'on les verra. Alors, on ne verra jamais le chronographe à balancier vers Chapelle pour la bonne et simple raison qu'il a disparu. Voilà, il n'existe plus, ni à l'Observatoire de Paris d'ailleurs. La copie qui avait été faite par l'Observatoire de Paris a elle-même disparu. Le chronographe imprimant de série qui a été fait à partir de ce chronographe, il est visible à Abadia, on le voit. Le projet, en tout cas qui est en réflexion, qui n'est pas finalisé et pour lequel surtout on cherche des financements, c'est de créer un espace muséal ou un centre d'interprétation plutôt, au niveau de la ferme d'Aragorique, hein, en contrebas du château. Et donc là, concrètement, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cet espace pour exposer ces instruments. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment qu'on comprenne mieux ce qui s'est fait à Abadia et ce qui se fait aujourd'hui dans la science, le lien qu'il y a entre les deux, à travers ce lieu centre d'interprétation. Voilà. Mais on est loin de l'avoir réalisé. Hein. Oui, ils seront pas mis en contexte avec tel qu'ils étaient à l'époque, en fait. Alors, il y a une partie des collections. Alors, comme vous le savez, pour y avoir contribué d'une certaine façon, hein, le sujet du contexte, c'est un sujet très intéressant à Abadia. Parce que, en réalité, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs couches qui se superposent. Donc, de quel contexte parle-t-on? Parle-t-on de l'observatoire de 1975 ou parle-t-on de l'observatoire de 1895? Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes instruments. On avait une chance à Abadia,
On avait une chance, d'ailleurs, qui a interpellé la commission de classement des monuments historiques, qui faisait que on était un exemplaire unique, c'est que ces couches avaient subsisté dans l'observatoire d'Abadia, dans leur état final de l'observatoire. C'est-à-dire qu'elles s'étaient succédées parce qu'il y avait de la place, et en 1975, on a fermé l'observatoire et plus rien n'a bougé. Conservatoire magnifique. On pouvait voir la même chaîne du temps, c'est-à-dire la même façon d'enregistrer l'heure de passage des étoiles, telle qu'elle existait au XIXe siècle, et comment on l'avait créée dans les années 60. Malheureusement, l'Académie des sciences a décidé de réorganiser l'observatoire, de proposer une nouvelle présentation de l'observatoire, et un certain désordre a été mis dans cette collection. Et aujourd'hui, on a des instruments classés qui se retrouvent dans des caves, ce qui est très problématique. Voilà. Donc, le projet que moi je défends, je verrai si j'arrive à le mettre en place, mais pour ça, quand même, je suis épaulé par les services de la DRAC et par un certain nombre de personnes à l'Académie des sciences, c'est de restituer l'état de fin de fonctionnement de l'observatoire. Parce qu'en fait, cette maison d'Abadia, qu'est-ce que c'est? C'est une maison où les gens ont vécu, et puis ils sont partis. Et on la visite aujourd'hui, pour ce qui est de la partie décorée, on la visite telle que Antoine Dabadie l'a laissée. Voilà. Il se trouve que dans l'observatoire, il y a des gens qui ont continué à vivre et à travailler. Et l'état final, c'est celui de 75. Voilà. Donc, le projet, c'est que les gens qui découvrent Abadia, ils voient l'état final dans lequel les volumes ont été occupés. Voilà. Le projet, c'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de remettre, de revenir à l'état antérieur. Alors, je ne sais pas si on pourra le faire, parce qu'il y a des choses qui sont irrémédiables, malheureusement. Typiquement, le garde-temps de ébauche qui a été remonté dans Nadiran pour faire, au fond, la session sismique, ben, clairement, on ne pourra pas le remettre dans la Nadiran, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'on fera, on essaiera de trouver un compromis. Ça répond à ta question? Et juste, qui était François Viette? Ah, François Viette. Une bonne question, parce que en plus, c'était un mathématicien. C'était un mathématicien du Moyen-Âge. Un mathématicien du Moyen-Âge, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus, j'ai un peu honte. J'ai lu et j'ai oublié. Voilà. Parce qu'au départ, le Centre François Viette, c'est un laboratoire qui a été créé par des mathématiciens nantais, qui se sont intéressés à l'histoire des mathématiques, et ensuite ça a agrégé un certain nombre d'autres historiens des sciences qui ont été un peu complexifiés. Mais on a gardé quand même parce que Viette était originaire des pays de la Loire, enfin de cette région-là de la Bretagne. Oui, voilà, bon, allez, ça suffit. Alors, moi, j'avais deux questions. Oui. La première, cette liste d'instruments, elle est accessible à tous ou pas? Si oui, où? Et la deuxième, c'était par rapport au legs qui a été fait par rapport au château d'Abadia. Pareil, l'accessibilité en fait à ce manuscrit pour connaître l'état d'esprit, puisque ça fait partie de l'histoire en fait du château, savoir où est-ce qu'on peut accéder à ces écrits pour en retrouver l'esprit initial en fait. Alors, sur les objets classés, c'est l'État, hein, c'est donc bien l'État qui reconnaît une valeur à ces objets, donc c'est un document public. Vous avez un site internet qui s'appelle POP, patrimoine plateforme, comment c'est, plateforme pour le patrimoine, ou patrimoine online, c'est POP. Vous mettez POP dans votre moteur de recherche, POP ministère de la Culture, vous allez tomber sur cette interface. Et là-dessus, vous avez tous les objets classés ou inscrits monuments historiques de France. Donc vous allez avoir des tabernacles comme des lunettes. Et donc, y compris, il y a tous ceux d'Abadia,
mobilier, mobilier noble, on va dire, chaises, fauteuils, etc., comme instrument scientifique, mais vous avez aussi l'Observatoire de Bordeaux, l'Observatoire de Nice, l'Observatoire de Besançon, enfin, etc. Donc vous allez retrouver tous ces objets, donc il y a des filtres, et voilà, il y a un peu de cuisine à apprendre, mais ça va vite, hein, on apprend vite, c'est très intuitif. Et vous avez donc l'ensemble des listes que vous pouvez extraire. C'est très bien fait. Et ensuite, pour votre seconde question sur le leg, je ne suis pas certain que ce document soit public. À vérifier, il est peut-être néanmoins numérisé sur Archive Abadia. C'est un site internet qui a été fait au début des années 2010 par Viviane Delpech, qui est une historienne de l'art, qui a fait sa thèse sur Abadia, qui a consulté la plupart des fonds d'archives sur le château et la construction du château, et qui a numérisé une partie de ces fonds et qui les a mis en ligne avec l'appui de la mairie d'Hendaye et de l'Académie des sciences pour les autorisations, et puis surtout financier du ministère de la Culture de la Drague d'Aquitaine. Et donc c'est Archive Abadia. Donc là, vous avez peut-être ces legs qui sont numérisés, qui sont accessibles, mais j'en suis pas certain. Une question de détail, tu as parlé de l'Observatoire d'Alger, a-t-il survécu à la décolonisation? Alors, l'Observatoire d'Alger a survécu à la colonisation, à la colonisation et à la décolonisation. Alors, c'est très étonnant, il existe toujours, au même endroit, dans les mêmes lieux. Certains des instruments sont toujours en place. Ils ne sont plus tout à fait utilisés de la même façon, bien sûr. Et même des projets qui avaient émergé à la fin de la colonisation, c'est-à-dire au moment du plan de Constantine, avec des orientations vers, par exemple, le développement des énergies renouvelables, c'est-à-dire utiliser l'énergie solaire. Et donc, il y avait une espèce d'excroissance de l'Observatoire d'Alger qui s'était créé à la Bouzarea, un petit labo qui dépendait de l'Université d'Alger, qui a pris de l'ampleur, qui est devenu un laboratoire national algérien sur lequel l'État algérien s'appuie pour sa politique des énergies renouvelables. Voilà. Donc il y a une continuité, ça c'est vraiment très très étonnant. Et même dans voir comment en fait même la phase de décolonisation s'est faite avec des personnels de l'Observatoire de Paris qui sont dans l'Algérie indépendante, venus pour former, parce qu'en fait le problème de la colonisation c'est qu'on ne faisait pas monter les gens du cru, et donc les habitants du pays. Donc quand les gens qui étaient en fonction à l'observatoire sont tous partis, il y en a peu qui sont restés, eh bien il a fallu trouver quand même moyen de faire fonctionner ces équipements pour poursuivre les programmes internationaux dans lesquels l'Observatoire d'Alger était investi. Donc il y a eu une première phase avec les Français, une seconde phase sous Boumedienne où ce sont des astronomes plutôt du bloc soviétique qui sont venus entretenir la flamme et les programmes. Et puis aujourd'hui, c'est un observatoire qui s'appelle le CRAG, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, qui fonctionne toujours et qui a un site internet. Vous pouvez, voilà. Et avec des projets dans le sud d'Algérie. Je propose d'arrêter une question pour, Oui. Sinon, voilà, pour la deuxième partie. Puis on va s'arrêter 2-3 minutes. Et puis pour te laisser souffler un petit peu. Voilà, merci.